Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Les plus beaux mensonges médiatiques de l'année ont été récompensés. Ce lundi, au Théâtre du Gymnase à Paris, avait lieu la 10e cérémonie des Bobards d'Or, qui récompense chaque année les meilleurs mensonges journalistiques. Nous découvrirons ensemble le riche palmarès de cette 10e édition. Les Gilets jaunes, une révolte antisémite ? Alain Finkielkraut a été pris à partie verbalement par quelques excités islamistes lors de l'acte 14 des Gilets jaunes. Pour de nombreux journalistes et commentateurs, le mouvement des Gilets jaunes est une révolte possiblement antisémite. Antisémitisme, émoi médiatique, emballement pénal. Alors que des actes possiblement antisémites se multiplient depuis quelques jours, Emmanuel Macron a annoncé lors du dîner du CRIF que la censure serait renforcée sur les réseaux sociaux. Inquiétant. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Ce lundi à Paris avait donc lieu la 10e cérémonie des Bobards d'Or et Jean-Yves, je crois que ça a été un succès. Oui, tout à fait. Il y avait 700 personnes, donc le théâtre du Gymnase était plein. Et c'est un théâtre qui fait de la comédie de boulevard. Et au fond, les Bobards d'Or, c'est de la comédie de boulevard d'actualité. Les gens étaient contents. Ils se sont amusés. Vous savez que l'objectif, c'est de corriger les médias par le rire. Bon, il y a le rire. Je ne sais pas si la correction fonctionne toujours, mais il y a le rire. Et parmi ces invités, il y avait des personnalités de marque. Il y avait quelques hommes politiques, dont Bruno Gollnisch et Thierry Mariani, qui je crois s'est aussi pas mal amusé. Oui, il a eu l'air de s'amuser sur son Twitter. Alors, il y a aussi une séquence émotion tout à fait différente, avec la montée sur scène de Fiorina, qui a été défigurée et borgnée par Castagnère, et qui a apporté le témoignage, les circonstances dans lesquelles elle a été blessée par les violences gouvernementales, et aussi elle a réaffiché sa détermination à combattre du côté des Gilets jaunes pour la défense de l'identité de ce qu'elle appelle son peuple. Voilà. Et les médias ont parlé de cette cérémonie. On note par exemple l'article de Présent, les 10 ans des Bobards d'Or, Castigat ridendo mores, qui reprend la citation qui a ouvert votre conclusion. RT France, qui publie un article sur cette cérémonie, Gilets jaunes et chasse aux tigres de Poutine mise à l'honneur. Le Salon Belge également, qui publie un article, les 3 Bobards d'Or de la 10e cérémonie des Bobards. Spoutnik, qui évoque la cérémonie, tout comme Valeurs Actuelles, qui titre « Contre la désinformation, la 10e cérémonie des Bobards d'Or ». Alors Jean-Yves, on note qu'il y a eu une couverture médiatique de la presse alternative. Alors, il y a une couverture de la presse alternative, Valeurs Actuelles compris, peut-on dire, version numérique de Valeurs Actuelles. Pour le reste, pour les autres, les Bobards d'Or, dont ils connaissent parfaitement l'existence, c'est une info fantôme. On a déjà parlé des infos fantômes, c'est les infos dont on ne parle pas. Ça n'existe pas. Vous réunissez 700 personnes dans un grand théâtre, pour la 10e année consécutive. Vous avez 15 dossiers de Bobards, vous avez vraiment tout ce qui doit faire un événement d'actualité. Eh bien, pour les médias mainstream, ça n'existe pas. Et ils savent parfaitement que ça existe. Je citerai 2 exemples. Il y avait présent un journaliste indépendant, enfin de gauche, rassurez-vous, qui a essayé de vendre un reportage à 4 grands médias. Aucun ne s'est dit intéressé. Le journaliste est quand même venu en disant on ne sait jamais s'il y a un dérapage ou quelque chose comme ça. Là, ça aurait été ça aurait peut-être intéressé. Voilà. Donc, on ne parle pas. J'ai eu un échange avec Daudin, le patron de l'AFP Factuel, qui m'a dit est-ce qu'on est invité ? Je lui ai dit oui, bien sûr. Mais évidemment, on ne traite pas non plus. Parce que c'est sûr que quand on s'occupe de l'AFP Factuel, on préfère
débunker un compte Twitter à 40 exemplaires qui raconte une bêtise que débunker une grande chaîne de télévision qui raconte un bobard à 6 ou 8 millions de personnes. Voilà. Donc c'est pour les médias dominants, pour les médias subventionnés, pour les médias officiels, les bobards, c'est une info fantôme. Alors, il y a pas Ghost News. Ghost News, effectivement, en anglais. Alors, ce qui n'est pas une info fantôme, c'est les bobards qui ont été décernés, les bobards d'or qui ont été décernés. Il y avait 3 catégories cette année. La première, c'était la catégorie internationale, Golden Bobard. Et eh bien, c'est le JT de France 2 qui a été célébré par le public pour une infox, comme on dit maintenant, une infox sur une photo de Poutine qui surplombe un tigre allongé. Et le tigre a été, pour la journaliste qui présentait l'image, c'était un tigre qui avait été chassé par Vladimir Poutine, alors qu'en fait, eh bien, il assistait à une séance de préservation justement du tigre, et le tigre était endormi. Donc c'est quand même un énorme bobard qui a bien fait rire la salle et qui a été choisi. Et qui a été choisi, il a bien fait rire la salle, c'est d'ailleurs la 2e édition du même bobard. Voilà. Alors, c'est bravo à Madame Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui récolte un bobard. En plus, elle récolte un bobard à travers une journaliste femme, et non pas un homme blanc de plus de 50 ans, puisque c'est Valérie Astruc qui a obtenu le précieux trophée. Alors, Valérie Astruc n'était pas la seule, puisque eh bien, Clément Viktorovitch a remporté le 2e bobard, le bobard classique, quand il avait déclaré sur CNews qu'en répondant à Charlotte Dornelas, bien qu'il n'y avait pas d'immigration massive en France. Donc là aussi, il a été plébiscité par la foule, clairement. Oui, alors là, c'est un bobard un peu technique, parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'immigration massive. Il parle de 200 000 entrées. En fait, c'est pas 200 000, c'est 400 000. Et dans les 200 000 entrées, il dit, de toute façon, il y a 80 000 étudiants. Les étudiants, c'est des Erasmus, donc des Européens, ce qui est une sottise absolue, puisque les Européens, précisément avec l'Union européenne, n'ont pas besoin de titre de séjour pour venir étudier ou travailler en France. Voilà. Mais c'est un pontifiant de première classe, et donc c'est pas mal aussi de récompenser les grands pontifiants. Il commence bien sa carrière, effectivement. Et il commence bien sa carrière, c'est prometteur. Et puis il y avait un dernier prix, le bobard Gilet jaune, qui a été décerné à quelqu'un qu'on connaît bien aussi à Immédiat, Sylvain Boulouk, pour son analyse du drapeau Picard qu'il a confondu avec un drapeau d'extrême droite. Et ce qui est amusant, c'est que Boulouk, il n'était pas c'était pas sa seule boulette, c'est pas la seule boulette de Boulouk, puisque il a ensuite été pris à plusieurs reprises, notamment sur CNews, où il avait été repris par un journaliste alors qu'il disait qu'il n'y avait personne dans la manifestation. Le journaliste lui dit non, vous ne pouvez pas dire ça, puisqu'on a vu des milliers de personnes. Et puis récemment, il a été encore une fois récidiviste de bobard sur TF1. On va regarder la séquence. Mais les suspects commencent à être identifiés, notamment cet homme. Son visage est bien connu de ce spécialiste. C'est un proche de Dieudonné qui a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme. Et manque de bol, une fois de plus, Boulouk s'était trompé et Gilles Boulot a dû s'excuser. Dimanche soir, dans le journal de 20h, nous avions consacré un reportage à l'agression du philosophe Alain Finkielkraut à Paris. Dans ce reportage, un historien spécialiste des mouvements radicaux pensait avoir reconnu l'un des agresseurs comme étant un proche de Dieudonné. Il s'agissait d'une erreur, ce n'était pas la même personne. Oui, alors les boulettes répétées de Boulouk confirment tout à fait une thèse que je rappelle assez souvent, à savoir qu'un expert, ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses justes, c'est quelqu'un qui dit les choses qu'on attend de lui, qu'il certifie des informations politiquement correctes, même si elles sont fausses. Alors Boulouk, c'est extraordinaire, parce que voilà quelqu'un qui commence sur les chaînes en continu. Il commence sur BFM, il commet une boulette. Une énorme boulette. Une énorme boulette. Qui lui vaut d'ailleurs le bobard d'or. Qui lui vaut le bobard d'or, bravo. Il continue sur CNews, nouvelle boulette, et quand TF1 voit que cet expert est absolument excellent parce qu'il apporte toujours de l'eau au moulin du politiquement correct, il le recrute. Donc il monte en gamme, il monte en carrière grâce à ces boulettes. Et donc, à chaque fois qu'on voit un expert, il faut se demander, mais pourquoi on l'invite ? Eh bien, généralement, on l'invite pour conforter les mensonges dominants. Alors, généralement, ils le font avec un peu plus de subtilité que Sylvain Boulouk. Mais celui-là, il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Et à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'il reçoit un prix au Bobard d'or s'il continue sur cette lancée. Passons au zapping.
2 personnes blessées au couteau sur la Canebière à Marseille hier. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le procureur parle d'une affaire de droit commun, autrement dit pas terroriste. L'homme de 36 ans qui a attaqué ses passants a été abattu par la police. Très lourd passé judiciaire puisque cet individu a passé 14 ans en prison pour avoir tué son père. Parce qu'on parle des actes antisémites, des actes anti-juifs, on devrait aussi parler des églises. Deux églises profanées tous les jours en ce moment. Et je ne vous le fais pas dire tous les jours. Ça vient d'où, ça? J'aimerais bien qu'on sache. Pourquoi on souille les églises? Pourquoi on massacre? Pourquoi on détruit les églises? C'est la même violence, selon vous? Mais évidemment. Ceux qui profanent les églises et ceux qui sont auteurs d'actes antisémites? Qui a tué des juifs et qui a tué le père Hamel? Ce sont les mêmes. Et on va pas se plaindre. On est... Vous avez vu les gens des Français qui nous ont posé des questions? Les gens du gouvernement? Je comprends pourquoi ils ont des réserves, enfin des craintes. Je comprends d'un côté, c'est normal. Mais bon, après, on est des gens normaux. On vit normalement. On n'est pas des animaux. Interviewée il y a quelques jours par Sky News, Shamima a déclaré ne pas vraiment regretter d'avoir rejoint la Syrie. Pour elle, l'expérience l'a rendue plus forte, mais après avoir perdu ses 2 premiers enfants, elle souhaite rentrer en Angleterre pour le bien de son nouveau-né. On est pris à partir par les manifestants. On reçoit. Vas-y, avance. Avance. Vas-y, avance. Ça fait je ne sais pas combien d'années que je travaille. J'en ai tout le temps fait les efforts. J'ai jamais dépendu de personne. Et aujourd'hui, je dépends. C'est pas normal. Et pourtant, je bosse. Et ça fait des années que je bosse. Kani a pourtant bénéficié ce mois-ci de 110 € de hausse de sa prime d'activité. Une des annonces d'Emmanuel Macron. Il a dit en janvier, il va y avoir une augmentation de 100 €. Mais il ne nous a pas dit qu'en janvier, il allait y avoir aussi l'augmentation de l'alimentation. Moi, je sens que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y a que des perdants. Parce qu'au fond, on est dans une société de haine. On se rend compte que nos politiques, depuis des décennies, n'œuvrent pas dans nos intérêts, dans l'intérêt du peuple. Donc ce qu'il faut, c'est changer la Constitution. C'est pas tant changer les hommes. Il faudra bien entendu les changer, mais il faut pouvoir changer la Constitution, il faut pouvoir les contrôler. Parce qu'ils œuvrent davantage dans l'intérêt des lobbies, des multinationales, plutôt que des Français. Donc il faut reprendre le contrôle. On veut une démocratie un peu plus directe. Ils ont le droit de manifester malheureusement, même s'ils sont cons, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est pas la question. C'est pas la question d'avant la manifestation, juger est-ce qu'ils ont droit ou pas. Je suis sûr que si on faisait des tests de QI à l'intérieur des manifestations, il n'y aurait pas grand monde. Je pense que les gens s'éveillent, les gens commencent à comprendre que les médias de masse sont en fait des outils de propagande. C'est vrai, Dominique Rizet, on a un petit doute. 5000 personnes à Paris, 41 000 personnes en France. Quand on voit des milliers de personnes vraiment dans les rues, un peu partout dans les grandes villes, on a un petit doute sur les chiffres du ministère de l'Intérieur quand même. On a toujours eu des doutes, on s'est toujours posé des questions, parce qu'effectivement, même quand on commentait ici des samedis, tous les samedis précédents, et qu'on donnait des chiffres, qu'on relayait les chiffres qui nous étaient donnés par le ministère de l'Intérieur, on a toujours bien compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que cela. Puis il y a un thème qui m'est cher, c'est le droit de vote à 16 ans. Comment voulez-vous qu'on intéresse les jeunes à un débat si on leur dit « Ah, mais avant 18 ans, vous n'aurez pas le droit de voter ». Eh bien, à 16 ans, il faut respecter la loi. La loi qui est votée par des gens que vous n'avez pas choisis. Il faut aller vers le droit de vote à 16 ans. Ne serait-ce que pour mettre 1 500 000 nouveaux électeurs jeunes, 16-18 ans, pour équilibrer un peu une France qui vieillit. Le président de la République, pendant très longtemps, a tardé à réagir, a voulu minimiser l'affaire, a même fait des déclarations publiques à ce sujet, alors que c'est une affaire qui était extrêmement grave. Il y a quand même des contrats russes qui ont été négociés dans les locaux d'En Marche. Enfin, il faut qu'on se rende compte de ce que c'est une affaire d'une extrême gravité et qui met en cause, le président de la République. Il y a un contrat chinois très important aussi qui va être révélé dans quelques jours par Valeurs Actuelles, semble-t-il. Pays des Lumières, soi-disant, faut croire qu'il y a des pannes de courant. Les seuls Français que j'ai vus brillants, c'était des gilets jaunes en feu sur les champs. Le préfet a décidé de nous faire déloger. On tiendra la position, même si jamais ils viennent en force, et ben c'est pas grave, on reprendra notre coin, comme on a toujours fait. Et si jamais vraiment ils nous délogent aujourd'hui ou demain, on reprendra le péage de Buchelet. Alors je voudrais reprendre l'expression de M. Castaner. Nous vivons dans une société de haine. C'est un homme qui a quand même à son actif
120 gueules cassées, 5 mâts arrachés, 20 éborgnés, il est tout à fait qualifié pour parler de société de haine. Mais je crois qu'on a une utilisation en novlangue de la haine. Dans leur langage, la haine, ce n'est pas un sentiment, c'est une opinion non politiquement correcte. Voilà. Ce qui qualifie un discours de haine, c'est ce qu'il dit, ce qu'il vise, c'est pas la forme qu'il peut avoir. Et le mot, on est donc dans la novlangue avec comme visée de déboucher sur une série d'interdictions. Surtout que là, il parle des gilets jaunes, et quand il parle de haine, finalement, la revendication principale des gilets jaunes, par exemple, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc on n'est pas dans la haine du tout. Donc, et d'ailleurs, il y en a qui disent qu'il faut que les manifestations s'arrêtent. Mais c'est très simple d'arrêter les manifestations. Il y a 2 méthodes. La première méthode, qu'ils vont peut-être utiliser, c'est de remplacer les tirs tendus de grenades et les LBD, les lanceurs de balles, par des munitions de guerre. Ça, c'est la première méthode. C'était le souhait de Luc Ferry. C'était le souhait de Luc Ferry, c'est implicitement ce que demande M. Khalifa du CRIF, etc. Bon, quand même assez grave. L'autre méthode, ça serait de donner une réponse politique qui tient en trois mots. Hein. Dissolution, proportionnelle, référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets, y compris l'immigration. Ça, c'est une réponse politique qui arrêterait les manifestations. Sinon, je ne sais pas vers quoi on va aller, mais certainement vers un régime de plus en plus violent. C'est ça la haine. Et c'est M. Castaner qui parle de haine. Alors, ensuite, il n'y a pas que la haine, il y a le mépris. Il y a M. Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande, éminent communicant, qui parle à propos des manifestants. Si on faisait un test de QI à l'entrée, il y aurait beaucoup moins de monde. Alors ça, on trouve ça drôle, on trouve ça fin. Si quelqu'un disait, si on faisait un test de QI à la sortie de l'Aquarius, il y aurait moins de monde, là, il irait immédiatement en correctionnel parce que ce serait un discours de haine. Il y a des choses qu'on peut dire contre des manifestants français, mais qu'on ne pourrait pas dire contre des clandestins étrangers. Et puis, alors, ce que je trouve très intéressant, c'est le témoignage de Rizet, ce journaliste de BFM TV, spécialiste des questions de police, justice, sécurité, qui dit, en gros, il dit, on a toujours eu des doutes sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur le nombre de participants aux manifestations, chiffres qu'on a relayés. L'expression est forte. Chiffres qu'on a relayés. Donc, il considère que sa télévision, BFM TV, est là pour relayer les chiffres officiels. Ça s'appelle une télévision officielle, en quelque sorte. Il avoue avoir fait de la désinformation quasiment. Il avoue avoir fait de la désinformation. Alors, comme toujours, l'aveu apparaît tard, quand les effets ont été produits. Enfin, ils n'ont pas été tout à fait produits, puisque l'objectif qui consistait à minorer en permanence les manifestations, c'était pour dégoûter les gens et les casser, et ça n'a pas fonctionné. Ouais. Enfin, c'était ça l'objectif. Et donc, on reconnaît après, bah oui, on a menti. De même, on reconnaît 2 mois après qu'on a menti sur les chiffres. On a reconnu 2 mois après qu'on avait caché les violences gouvernementales sur les manifestants. Il y a véritablement là un mensonge extraordinaire, systémique, de la part des médias, dans la manière dont ils ont traité, dont ils continuent d'ailleurs de traiter les Gilets jaunes. On va le voir d'ailleurs avec l'affaire de leur soi-disant antisémitisme. Passons justement à cette question. Le mouvement des Gilets jaunes est-il antisémite ? Les Gilets jaunes sont-ils tous d'infâmes antisémites ? C'est la question que certains journalistes posent. Cet incroyable déferlement médiatique auquel vous avez tous assisté, auquel vous n'avez pas pu échapper, est né de l'agression du philosophe Alain Finkielkraut. On va le voir tout de suite. Tout de suite, eh bien, ça a été l'emballage médiatique avec Le Monde qui a par exemple fait sa une
Antisémitisme, la face sombre des Gilets jaunes, avec une double page sur la question, avec notamment un article « Antisémitisme, les Gilets jaunes face à leurs responsabilités », dans lequel on donne la parole à des Gilets jaunes qui considèrent qu'il s'agit finalement, l'agression d'Alain Finkielkraut, d'un événement périphérique et que ce serait la marque d'une indignation à géométrie variable, en prenant comme exemple cette voiture qui a renversé des Gilets jaunes en Normandie. Donc Jean-Yves, sur cette question de l'indignation à géométrie variable. Je crois que la prise à partie parfaitement désagréable de Finkielkraut, c'est une prise à partie verbale, ce que Finkielkraut d'ailleurs reconnaît tout à fait lui-même. Des prises à partie verbales, il y en a beaucoup dans les campagnes politiques, il y en a beaucoup dans les manifestations, c'est pas forcément bien, mais c'est relativement banal. Alors là, c'est vrai que ça touche à un essayiste important, ça touche à un académicien français, etc. Donc c'est normal que ça secoue un peu. Mais je comprends le gilet jaune qui dit, bah oui, on en fait des tonnes sur une agression verbale et on tait une agression physique, à savoir un automobiliste qui a renversé, peut-être délibérément, trois gilets jaunes, ce qui est quand même assez grave, enfin même très grave, parce que c'est quand même là une atteinte physique. Et je crois qu'effectivement, ce qui rend un peu dubitatif dans tout ce concert d'indignation, c'est qu'on met sur le même plan des agressions verbales et des agressions physiques, on met sur le même plan des tags et de réelles violences. Il faut quand même savoir un petit peu raison garder, me semble-t-il. Et ce qu'on met sur le même plan également au regard des Gilets jaunes, c'est que les agissements de quelques Gilets jaunes entacheraient toute la mobilisation. Et c'est notamment ce que dit Le Monde, toujours dans cet article sur l'antisémitisme de certains Gilets jaunes, en déclarant « La mobilisation des Gilets jaunes est ponctuée d'actes ou de propos homophobes, antisémites ou racistes. » Et les coupables, selon Le Monde, ce sont des groupes d'extrême droite. Or, Jean-Yves, en l'espèce, ce n'était pas... en l'espèce, la principale personne qui agresse verbalement Finkielkraut, il est à l'Alsacien. Il est à l'Alsacien, puisqu'il a un père algérien, une mère française, semble-t-il, et il est militant islamiste dans un cadre turc. Ce qui est assez logique, puisque c'est sans doute son enracinement alsacien qui fait qu'il a rejoint un islam turc et pas un islam algérien ou marocain ou... Effectivement, les Turcs sont très présents. Donc c'est un peu son enracinement alsacien. Donc il est vraiment à l'alsacien. Bon, alors, ce qui est quand même tout à fait étrange, c'est qu'on nous dit c'est extraordinairement grave. Bien. On connaît la personne. Et le ministère de l'Intérieur ne publie pas d'informations. Les médias ne font pas d'enquête particulière. Les médias ne font pas d'enquête. Il y a le Parisien qui sort quelques éléments. Les médias ne font pas d'enquête particulière. Et on est maintenant 5 jours après l'événement. Et on nous a expliqué que c'était très grave. Et on n'a pas le début d'informations sur où en est l'enquête, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que dans l'affaire du boxeur, ça avait été réglé en 48 heures. Donc, on a quand même un peu le sentiment là que l'affaire va être traitée, mais après, parce que le fait qu'il s'agisse d'éléments islamistes, et c'est plutôt des gilets verts que des gilets jaunes en fait, le fait qu'il s'agisse d'éléments islamistes, ça ne rentre pas bien avec le storytelling, l'histoire qu'on veut raconter aux gens. Et donc, l'information va sortir là aussi. Mais elle sortira plus tard, une fois que les effets pervers de la non-sortie de l'information et de la déformation de l'information auront été produits. Alors, outre Le Monde, Libération a également consacré une double page à l'agression d'Alain Finkielkraut avec un titre « Gilets jaunes, à Paris, une manif entachée par l'antisémitisme ». Le Figaro consacre également sa une « Émoi national après l'agression d'Alain Finkielkraut ».
Et cette agression, eh bien, elle a fait perdre la tête à certains commentateurs, comme par exemple Jean Daniel dans l'Obs, qui publie un édito « Il préfère la haine à la révolution » et dans lequel il écrit « Les Français ont tenu à rappeler qu'ils étaient les plus antisémites et peut-être les plus racistes en Europe. La France est décidément un pays antisémite. On n'a pas su prendre au sérieux les gilets jaunes et pourtant on va bientôt les voir rejoindre les antisémites. » Bernard-Henri Lévy également sur Europe 1 qui déclare « On est dans un moment qui me fait penser à l'époque de l'affaire Dreyfus » et il déclare dans cette interview que l'antisémitisme est au cœur du mouvement des gilets jaunes. Et enfin, dans le Parisien, eh bien, le président du CRIF appelle tout simplement à l'interdiction des manifestations des gilets jaunes en déclarant « Il faut prendre des mesures drastiques pour faire cesser ces manifestations dans lesquelles s'exprime la haine des institutions, de la République et des Juifs. » Donc j'arrive, on voit une avalanche de réactions qu'on peut qualifier de complètement disproportionnées. Je crois que la revendication principale aujourd'hui des Gilets jaunes, c'est de pouvoir décider un peu de la politique suivie. Et c'est pour cela qu'ils demandent le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum d'initiative populaire. Ce n'est pas spécialement dirigé contre telle ou telle partie de la population. C'est simplement le fait que la majorité veut aussi pouvoir s'exprimer et ne pas seulement avoir un gouvernement de minorité. Voilà, c'est quand même pas scandaleux. Et pourtant, ça semble l'être. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est dans l'édito de l'Obs de Jean Daniel, c'est qu'on a quand même des propos qui sont extrêmement forts et qui sont publiés. Alors bon, il y a son statut de fondateur de l'Obs qui joue, mais c'est quand même étonnant. Mais c'est complètement déconnecté de la réalité, encore une fois, puisque les scènes reprochées, la scène reprochée, elle émane de milieux islamistes et selon leur vocabulaire, antisionistes, c'est-à-dire s'en prenant plutôt opposition que Finkielkraut peut avoir sur la défense d'Israël. Voilà. Donc c'est quand même une confusion absolument gravissime. Quand monsieur Bernard-Henri Lévy dit « ça me rappelle l'affaire Dreyfus », la question d'Israël n'existait pas au moment de l'affaire Dreyfus, puisque l'État n'a été créé qu'après la Seconde Guerre mondiale. On est en plein délire. On est en plein délire historique, on est en plein délire mythologique. Et justement, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions quand un antisémitisme d'extrême droite, un retour aux années 30, eh bien, Alain Finkielkraut lui-même a réagi à cette question. Quand on veut vraiment regarder la réalité sanglante des choses, c'est que depuis la Libération, toute goutte de sang juif qui a coulé en France vient de l'islamisme. Il faut comprendre une chose. Nous n'assistons pas au grand retour des années 30. Qu'on arrête avec ça. Parce que nous ne sommes plus traités de sales juifs. Bon, sauf de manière... Et quand vous êtes traité de sale race, pour vous, c'est... Là encore, c'est le discours... c'est le discours de l'islamisme le plus extrémiste. Et dans un entretien au Parisien, Alain Finkielkraut déclare « Il ne faut pas trop en faire non plus. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont été plus traumatisés que moi. » Et c'est vrai que quand on regarde l'emballement médiatique, par rapport effectivement à l'acte en lui-même, on se dit qu'ils font trop. Il y a un double décalage. Il y a un décalage entre l'emballement médiatique et l'acte lui-même. Et il y a un décalage entre l'emballement médiatique et ce qu'en dit quand même le principal intéressé, Alain Finkielkraut, qui fait preuve d'une certaine retenue et d'une certaine dignité. Et aucun amalgame avec les Gilets jaunes, contrairement à beaucoup de médias. Aucun amalgame avec les Gilets jaunes. Je pense simplement qu'effectivement, l'emballement médiatique, il répond à des objectifs politiques. Des objectifs politiques qu'on va voir, qui sont des objectifs liberticides. Voilà. Et c'est instrumentalisé. Il y a un fait qui a son importance sans doute, mais qui est hyper instrumentalisé. Et avant de voir peut-être un objectif potentiel de tout cet emballement médiatique, passons au tweet.
j'aime bien la révélation du canard enchaîné qui nous dit Pernod a refusé de passer un micro-trottoir avec une femme voilée. Bah oui, Pernod, il défend la France d'avant, on peut dire, et peut-être la France de toujours. Et donc, il n'a pas tellement envie de faire la promotion du voile islamique sur son trésor franco-français. Bah oui, c'est une forme de résistance, finalement. Voilà. Puis ça met un peu de diversité, parce que des femmes voilées, on a d'autres occasions d'en voir quand même sur les chaînes publiques. Voilà. Donc, ça fait un moment de... Au fond, c'est une émission qu'on regarde parfois, que beaucoup de Français regardent un petit peu en déjeunant. Et voilà, bah, c'est pas la peine de leur gâcher le déjeuner non plus, quoi. Voilà. Alors, Schiappa s'est à nouveau illustré en disant que la manif pour tous et les terroristes islamistes, c'était à peu près la même chose. Alors vraiment, c'est marrant parce que c'est sectarisme à visage cruche, Schiappa. Voilà. Et elle excelle vraiment dans ce domaine. C'est ce qui fait son charme, d'ailleurs, et son succès. C'est parfois un peu limite tout de même. Dans ce qui est limite, bah, on a eu l'infox, la fake news habituelle, avec cet acteur américain, noir et gay. Respect. Plutôt pas mal sur le papier. Proche des Obama, respect, qui a monté contre lui-même une agression à la fois raciste et homophobe, là donc il cumule, il coche les cases, mais dont on a découvert, après qu'il y ait eu évidemment beaucoup d'émoi. Il y a eu un émoi médiatique total. Un émoi médiatique terrible, on a découvert, comme c'est souvent le cas, pas toujours, comme c'est souvent le cas, on a découvert que c'était bidon. Voilà. Et hop. Mais c'est pareil, le démenti, le rétropédalage, ça pèse 1/10 ou 1/100 par rapport à l'affirmation du mensonge. À nuancer un petit peu sur ce cas précis, puisqu'aux États-Unis, il y a une presse qui a un peu de diversité, et du coup, il y a quand même des médias plutôt proches, par exemple des conservateurs, Fox News, etc., qui là-dessus jouent un rôle un peu de contre-pouvoir médiatique, et on a quand même cette nouvelle qui Je crois vraiment, il faut, c'est un peu comme une vaccination. Il faut savoir que beaucoup d'affaires de ce type sont des affaires bidons. Pas toutes, mais beaucoup sont des affaires bidons. Donc il faut avoir en permanence, c'est comme l'affaire Luaka par exemple, ou l'affaire Théo. Enfin, oui, c'est exactement. Il faut faire preuve toujours d'un minimum de prudence, d'un minimum de réserve et d'un minimum d'esprit critique. Voilà. Pareil, autre fausse nouvelle, celle de ce jeune Américain qui avait été accusé par le Washington Post, notamment d'avoir tenu des propos méprisants vis-à-vis d'un Amérindien. En fait, c'était là encore une nouvelle tronquée et faussée. Et là, il rigole pas puisqu'il attaque le Washington Post en lui demandant 250 millions de dollars. Oui, c'est pas mal. Alors là, c'est pas mal du tout. Bah, voilà. Si au Bobard d'Or, on faisait ça pour chaque Bobard qu'on découvre, on finirait riche, tout simplement. Oui. Dans une autre vie, peut-être. Exactement. Passons au troisième sujet, antisémitisme, émoi médiatique, emballement pénal. Il y a 10 jours à peu près, il y avait la fameuse annonce d'une hausse de l'antisémitisme, des actes antisémites de 74% en France par rapport à l'année dernière, puis des croix gammées retrouvées taguées sur des portraits de Simone Veil à Paris, puis ensuite l'agression verbale d'Alain Finkielkraut qu'on a vu tout à l'heure, et le lendemain, la découverte de 96 tombes juives dans le Bas-Rhin taguées avec des croix gammées. Et l'émoi a été maximum, l'émoi médiatique. Emmanuel Macron s'est immédiatement rendu sur place. Tous les médias ont traité du sujet, outre BFM, Euronews, Europe 1, Le Figaro, Le Monde, Libération, Ouest France, etc. etc. Donc Jean-Yves, on a sur cette profanation un embrasement médiatique assez impressionnant. Oui, comme toujours, ça peut se comprendre quand on porte atteinte à des tombes. Enfin, ce n'est pas d'ailleurs à proprement parler une profanation, c'est plutôt des dégradations, parce que les tombes n'ont pas été touchées, elles ont été peintes avec cet objet. Donc c'est évidemment parfaitement condamnable, parfaitement odieux, mais malheureusement d'ailleurs des profanations de cimetières, il y en a tous les jours.
avec des motivations différentes. Là, peut-être que c'est une motivation antisémite, peut-être que c'est mimétique, peut-être que c'est mimétique, comme on a beaucoup parlé de ces sujets-là. Peut-être, enfin, on peut imaginer beaucoup d'hypothèses. On commente avant de savoir, en fait, dans ces affaires-là. Et je ferai quand même 3 rappels historiques récents. En 2004, on a eu un émoi majeur parce qu'une jeune femme, avait raconté qu'elle s'était fait, dans le RER-D, je crois, graffiter des croix gammées sur les bras. Ça a été un événement d'une ampleur considérable. Sauf que c'est la jeune fille elle-même qui s'était peint les croix gammées. Bon. On a eu en 1989 l'affaire de la profanation du cimetière de Carpentras, où le Front National a été purement et simplement accusé. C'était évidemment totalement faux, mais ça a produit des effets considérables d'atteinte à l'image du Front National, et ça a permis d'ailleurs au passage le vote de la loi Guesso, de la loi liberticide Guesso. Voilà. On a découvert après que c'était tout à fait autre chose que ce qu'on avait dit. Mais ça fait rien. Bon. Et le pire, c'est l'attentat de la rue Copernic, la synagogue de la rue Copernic. Là, un attentat particulièrement grave qui a fait des morts, pour lesquels on a accusé l'extrême droite, la nouvelle droite, que sais-je encore. Et en fait, l'auteur était un militant pro-palestinien qu'on a recherché, plus ou moins retrouvé 20 ans après. Mais le dommage médiatique a été considérable à l'époque. Il a d'ailleurs eu des conséquences politiques. Et ça a été le début d'une campagne contre le président Giscard d'Estaing, accusé effectivement d'antisémitisme, ou en tout cas d'antisionisme, et finalement il n'a pas été réélu en 1981. Bon, et à la base, c'est une information totalement... Ce qui est vrai, c'est l'attentat, mais l'attentat n'a pas du tout été imputé médiatiquement à ceux qui l'avaient réellement commis. Donc je pense qu'il faut être prudent, il faut savoir que derrière tout ça, il y a des faits évidemment condamnables, mais qui sont exploités de manière souvent assez scandaleuse. Et puisque vous parlez d'exploitation, eh bien, le soir même, Emmanuel Macron était au dîner du CRIF, et au cours de ce dîner, il a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre la haine sur Internet, avec par exemple l'obligation pour les plateformes Facebook, Twitter, YouTube ou autres de retirer les contenus haineux, la possible levée de l'anonymat sur Internet, même s'il s'est montré réservé, il a quand même évoqué la question. Et puis enfin, l'interdiction de la présence sur des réseaux sociaux de personnes coupables de propos racistes et antisémites. On a donc là des propositions légales qui sont quand même extrêmement inquiétantes. C'est-à-dire, c'est une loi liberticide de plus. C'est-à-dire que Macron quand même est très actif, parce qu'il a déjà fait voter une loi dite sur les fake news, pour contrôler la parole de ses adversaires pendant les campagnes électorales. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc c'est une loi parfaitement liberticide qui suppose qu'il y a une vérité et une non-vérité a priori, alors que c'est de la libre confrontation que tout ça résulte. Et puis maintenant, une loi qui vise en fait à rendre de plus en plus difficile l'expression sur Internet. C'est ça l'objectif. Alors qu'il a d'ailleurs confié à une députée En Marche, qui est Madame Laetitia Avia, qui est une députée mordeuse, puisque l'un de ses faits d'armes est d'avoir mordu un chauffeur de taxi. Bon, c'est moins grave quand même que le député spécialiste des violences qui, lui, a ouvert le crâne d'un adversaire politique à coups de casque. Mais enfin, voilà, c'est En Marche. Alors, ce qui est étonnant... C'est la douceur En Marche. Ce qui est étonnant, c'est que cette proposition d'interdire la présence sur un réseau social vient de personnes condamnées pour des propos racistes ou antisémites. Par exemple, des personnalités comme Éric Zemmour, qui a été condamné uniquement, mais condamné quand même, il pourrait ne plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il sera interdit. Mais qui a été condamné, effectivement,
des gens qui ont tenu des propos justes, mais politiquement incorrects, qui a été condamné, Zemmour, qui a été condamné ou poursuivi, Ménard, qui a été condamné, Renaud Camus, qui a été condamné, les gens de Riposte laïque. C'est vraiment la répression de la liberté d'opinion. C'est concrètement, en termes de répression liberticide, c'est quelque chose qui est complètement inédit, peut-être Alors, en fait, la France a longtemps été en tête des législations liberticides, il n'y a pas de quoi être fier. La loi de Pleven de 1972 a été copiée par les autres pays européens, la loi Guesso a été copiée par les autres pays européens. Là, l'Allemagne a pris un peu d'avance. Et donc on est en train de rattraper. On va les dépasser là. On est en train de rattraper effectivement l'Allemagne de Merkel dans ce domaine, qui avait pris un peu d'avance après avoir eu un peu de retard. Là, ils avaient pris de l'avance. Voilà. Et sur cette question donc d'Emmanuel Macron qui au dîner du CRIF a évoqué des mesures liberticides, est-ce que vous avez une théorie sur cette question? Je crois qu'il y a une alliance en fait. Il y a une alliance liberticide. Entre le CRIF qui a toujours milité pour des lois de plus en plus répressives en matière de liberté d'opinion, c'est une de leurs marques de fabrique, hein. Les médias qui craignent la concurrence d'Internet et des réseaux sociaux, et donc qui sont favorables à tout ce qui peut leur rendre la vie un peu plus difficile. Alors d'un côté, bon, la liberté d'expression, ça les concerne aussi un peu, mais la liberté d'expression de leurs concurrents, ils sont quand même moins forts. Et puis Macron lui-même, qui utilise cette crainte des médias contre les réseaux sociaux et Internet, et cette volonté du CRIF d'avoir des lois limitant la liberté d'expression pour se protéger lui-même et protéger l'idéologie mondialiste et immigrationniste qui est la sienne. Donc il y a vraiment une alliance. Ce qui fait que c'est dur de combattre, quoi, puisque vous avez les médias, vous avez un groupe d'influence puissant, puisqu'il a reçu 1000 personnes parmi les plus importantes en France, dans le monde médiatique, dans le monde des affaires, dans le monde diplomatique, dans le monde politique, etc. Donc c'est un groupe qui a quand même une certaine influence, le CRIF. Et puis Macron, qui au fond, chacun instrumentalise l'autre, si vous voulez. Le CRIF instrumentalise Macron, Macron instrumentalise le CRIF, les médias utilisent Macron, Macron utilise... Chacun joue son jeu, et au final, c'est la liberté d'expression qui perd. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans votre veille médiatique et vos retours. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.